La France semble contenir tous les paysages du monde. Elle s'étend au carrefour de climats et de reliefs incroyablement différents. Depuis ses hautes montagnes, dominant tout le continent, jusqu'aux 5800 km de ses côtes, longeant 3 mers et un océan, avec ses 500 000 km de cours d'eau, ses 17 millions d'hectares de forêt et la mosaïque de ses bocages, la France métropolitaine nous offre la diversité naturelle la plus riche de toute l'Europe. Une telle variété de paysages renferme une incroyable variété d'êtres vivants. Si nous posions des caméras automatiques dans tous les coins de France, voici ce que nous pourrions voir. Nous découvrons soudain des animaux libres, en confiance, qui nous dévoilent leurs jeux et leurs amours. Ils vivent auprès de nous, autour de nous. Ils nous voient et nous ne les voyons pas. Il a fallu un confinement pour que nous entendions enfin le chant des oiseaux. Et ils sont toujours là. Comment rencontrer ces animaux farouches, si timides? Comment croiser nos regards? Comment se comprendre? Des passionnés parviennent à les approcher. Des cinéastes de terrain qui ont appris le silence, la patience. Ils savent se fondre dans la nature. Alors je leur ai demandé de partager leurs images avec nous. Et ils ont tous répondu avec enthousiasme. C'est donc un collectif de plus de 200 cinéastes naturalistes qui nous offre ici une somme de témoignages totalement inédite, qu'aucune équipe classique n'aurait pu réaliser. Leurs yeux sont nos yeux. Leurs images sont authentiques. Elles nous font du bien, car elles nous parlent au plus profond de nous-mêmes. Et elles jaillissent du terrain pour émerveiller nos âmes d'enfants. Elles nous présentent le grand catalogue amoureux du monde sauvage qui palpite auprès de nous. La nature en France, c'est un théâtre grandiose et fantastique, peuplé de millions d'acteurs, de prodiges minuscules et de colosses légendaires. En France métropolitaine, on peut compter plus de 150 espèces de mammifères, presque 600 d'oiseaux, 700 de poissons, 40 de reptiles, 40 d'amphibiens et des dizaines de milliers d'insectes. Chacun est un chef-d'œuvre. Je vous invite chez nos voisins. Je vous invite chez nous. Je t'invite chez toi. Ouvrons ensemble la porte du vivant. Le vivant est partout autour de nous, même là où on ne le voit pas. Ces falaises d'Étretat ont été formées par l'accumulation de milliards et de milliards d'algues et d'animaux minuscules ayant vécu ici dans les mers du Crétacé il y a plus de 100 millions d'années. Témoins toujours visibles d'une foisonnante vie passée, leurs enveloppes calcaires se sont accumulées pendant des millénaires en gigantesques strates horizontales.
En bord de mer, là où nous passons nos vacances, une apparence minérale peut cacher une vie animale insoupçonnée. Ces grands blocs de sable dur s'étendent sur des centaines d'hectares le long de la côte atlantique. Ce sont de véritables villes minérales qui ont été construites par des millions de vers marins. Cachés à marée basse, chacun attend le retour de la mer pour se montrer et se remettre à vivre. Ces vers marins de 4 cm, les hermelles, collent des grains de sable les uns aux autres et s'en entourent pour se protéger. Comme dans une ruche, chacun forme une alvéole. Une fois immergé, l'animal se nourrit de particules organiques en filtrant l'eau avec ses tentacules. Les récifs d'hermelles constituent une formidable station d'épuration et participent au fonctionnement de tout un écosystème. On peut compter plus de 30 000 hermelles sur un seul mètre carré. À force de travail secret, ces petites bêtes molles ont fini par dresser des monuments plus solides que les nôtres, capables de résister au fracas des vagues et visibles depuis l'espace. Les récifs d'hermelles retiennent l'eau quand la mer se retire. Sur nos plages, à la portée de nos regards, ils créent des mares marines qui renferment des trésors. Une mare, c'est un résumé d'univers. Elle grouille de dizaines d'espèces, dont on connaît parfois les noms, mais pas toujours les vies. Avec ses dizaines d'yeux, le pétoncle perçoit le danger et il s'en échappe vite. L'oursin est hérissé de piquants, mais aussi de petits pieds souples, terminés par une ventouse. Ce sont les mêmes petits pieds élastiques qui font avancer l'étoile de mer. Dans cet univers fantastique, les apparences sont trompeuses. Les anémones de mer ne sont pas des fleurs, mais bien des animaux. Pour se nourrir, elles ondulent leurs bras venimeux vers la promesse d'une proie. Ces petits poissons sont très résistants, car les températures et la salinité de ces mares sont très changeantes. Les bernards l'ermite s'abritent dans des coquilles vides. Mais quand ils grandissent, ils se retrouvent à l'étroit et doivent déménager, ce qu'ils font parfois en groupe, où chacun cherche coquille à son pied. Ici, sur le littoral vendéen, on assiste à un défilé de mode très exotique. Celui des nudibranches, des limaces de mer ne mesurant que de 2 à 3 cm. Certains nudibranches stockent le venin de leur proie dans les excroissances de leur dos, ce qui les rend eux-mêmes toxiques et les protège des prédateurs.
Quand l'eau se retire et les dévoile, les petites bêtes des mares et des rochers deviennent un festin pour les oiseaux. La diversité des oiseaux répond à la diversité de leur proie. À chacun son bec, à chacun sa méthode de pêche. Un seul de ces petits oiseaux peut engloutir des centaines de proies le temps d'une marée. Pour préserver leur énergie, ils se tiennent sur une seule patte afin de reposer l'autre. De très nombreux oiseaux nous rendent visite l'hiver. C'est près d'1 milliard de migrateurs, oui, près d'1 milliard, qui traversent l'Europe chaque année. Une bonne partie d'entre eux longe le littoral français où ils font halte pour se nourrir et se reposer. Certains migrent de la Sibérie jusqu'aux côtes africaines. C'est un périple de près de 10 000 km pour des oiseaux qui souvent ne pèsent que quelques dizaines de grammes. Des oiseaux très différents dépendent de nos marais littoraux, comme ici en Camargue. Les majestueux flamants roses ne révèlent leur couleur vive que lorsqu'ils volent ou lorsqu'ils font la courbe, les ailes écartées. Le rouge de leurs plumes provient de leur nourriture, des crevettes qui ont mangé des algues riches en pigments. Le rouge est un signe de bonne santé et c'est la couleur de la séduction pendant la parade. La France se trouve au carrefour de climats contrastés. Si les flamants roses sont les ambassadeurs des tropiques, les espèces venues du froid habitent également sur nos côtes. Les phoques, qui avaient été complètement exterminés en France, sont revenus naturellement. La baie de Somme est connue pour en abriter de très belles colonies. Habitués à se préserver du froid, ces animaux ont un curieux rituel lorsque l'eau monte. Ils évitent son contact en levant à la fois la tête et la queue. On dit que les phoques bananent. Leurs pattes arrière soudées, comme deux nageoires, montrent une remarquable adaptation à la vie aquatique. Comme les phoques, le gravelot se reproduit sur les plages les plus tranquilles. Ce petit oiseau pond sur le sable des œufs si discrets qu'ils sont presque invisibles. Ils échappent ainsi aux prédateurs, mais pas au piétinement des humains. Pensez-y pendant vos prochaines vacances. Les falaises verticales du nord de la Bretagne sont des refuges idéaux pour la nidification des oiseaux de haute mer, tels que les pingouins. Inaccessible aux prédateurs, la falaise est indispensable à de nombreux oiseaux marins, mais elle est d'une surface très restreinte. Même ces niches les plus étroites sont occupées. Les poussins naissent au-dessus d'un vide vertigineux. Certains grandissent quasiment immobiles face à la paroi. Ils sont programmés pour ne pas regarder la mer. Ils ne la verront qu'au moment risqué de leur premier envol. Les macareux, ou perroquets des mers, vivent au sommet de la falaise. Au printemps, leur bec se couvre de couleurs. C'est pour la séduction.
Ils rougissent avant l'amour. Le rouge, encore le rouge, comme chez les Flamands. Le bec du macareux peut retenir jusqu'à 60 petits poissons, alors que celui du guillemot n'en porte qu'un à la fois. La narine du fulmar est une usine à dessaler. Le bec du cormoran, lui, est une arme de capture. Tous ces oiseaux doivent pêcher et nourrir leurs petits contre vent et marée. Ils défient les tempêtes. Les fous de bassin atteignent 1,80 m d'envergure. Ce sont nos plus grands oiseaux marins. Ils passent leur vie en pleine mer. Mais ils doivent revenir sur les côtes pour nicher, comme ici au nord de la Bretagne. Une vingtaine de milliers de couples se retrouvent tous sur le même îlot. Une telle concentration rend l'espèce entière très vulnérable aux dérangements et aux maladies. À l'été 2022, une épidémie de grippe aviaire a fait des ravages dans la colonie. Les fous doivent sans doute leur nom à leur prouesse. Comme des fusées vivantes, ils peuvent plonger à près de 100 km/h et pourchasser leur proie jusqu'à 10 mètres de profondeur. Non loin de l'île aux Fous, rôde un requin géant, le pèlerin. Il peut mesurer 10 mètres de long et peser 6 tonnes. C'est le deuxième plus grand poisson du monde après le requin-baleine. Bien qu'il soit impressionnant, cet animal pacifique n'ouvre son énorme gueule que pour attraper du plancton, qu'il avale comme un aspirateur géant. Il filtre 1500 mètres cubes d'eau à l'heure. Le plancton, c'est l'origine de tout. C'est l'ensemble des organismes qui dérivent au fil du courant. Ces créatures fantastiques, jaillies du fond des âges, sont en général microscopiques. Mais leur importance est planétaire. Dans la mer, le poids total du plancton atteint 98% de tout ce qui vit. Il est bien plus important que tous les poissons, les dauphins et les baleines réunis. Il est la base de toute la chaîne alimentaire du vivant. Le plancton végétal à lui seul produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Une respiration sur 2 nous vient de la mer. Dans l'immensité du Grand Bleu, les baleines nagent d'un continent à l'autre. Pour ces géantes, la planète est un village. Elles peuvent communiquer à plus de 1000 km. Imaginez qu'une baleine dans le golfe de Gascogne en France peut parler avec une congénère longeant l'Irlande. Même si nous ne comprenons pas les baleines, nous sommes attirés par elles. Tout comme nous, la mère et son petit chuchotent avec une infinie douceur. Ces discrétions leur évitent d'attirer les prédateurs.
Mais les cétacés ne sont pas toujours aussi discrets. Le cachalot localise ses proies grâce aux sons les plus puissants émis par un être vivant. Jusqu'à 230 décibels, 2 fois plus qu'un avion au décollage. Guidé par ce repérage sonore, le cachalot poursuit les calmars géants à plus de 3000 mètres de profondeur. Les cétacés ont perdu le sens de l'odorat au cours de l'évolution. Les bruits ont donc une très grande importance dans leur quotidien. Chaque dauphin décline son identité avec des clics qui ne sont propres qu'à lui. C'est un peu comme s'il disait son nom. Les océans ont failli perdre beaucoup de ces musiques animales. Mais aujourd'hui, la paix est revenue. Et avec elle, la confiance. En Méditerranée, les thons chassent leurs proies en groupe. De la même taille que les dauphins, ces gros poissons sont des champions de vitesse, taillés comme des torpilles. À chaque poisson correspond une nage différente. L'arrêt mobula plane à l'horizontale. Le poisson-lune, lui, fend l'eau à la verticale. Pouvant atteindre 2 tonnes, le poisson-lune n'a pas de queue et sa silhouette est si déséquilibrée qu'elle semble très mal dessinée. La femelle est le vertébré le plus prolifique au monde. Elle pond 300 millions d'œufs chaque année. Les requins ont la silhouette effilée des nageurs rapides. Mais ils n'ont besoin d'aucune aide pour se diriger. Et les poissons pilotes ne leur servent pas de guide. Ils profitent de leur reste de nourriture et les débarrassent de leurs parasites. Cet exemple d'association animale, parmi tant d'autres, prouve que dans la nature, la coopération est bien plus fréquente que la compétition. Les tortues marines sont de grandes consommatrices de méduses et elles se raréfient. Et moins il y a de tortues, plus il y a de méduses. Et ça peut gâcher nos vacances. Animaux sans cervelle et composés à 98% d'eau, les méduses ondulaient déjà dans les mers du globe il y a 600 millions d'années, bien avant les dinosaures. Elles sont un exemple des réussites de l'évolution. Dans l'immensité de la mer, le vivant se concentre souvent dans les mêmes zones et donne une impression trompeuse d'abondance presque illimitée. Au sein des bancs de poissons, les décisions des uns sont immédiatement perçues par les autres et suivies dans l'instant. C'est de l'authentique natation synchronisée. La masse fuyante du groupe trouble la vision des prédateurs. Les cormorans peinent à cibler un seul individu. Dans le parc national des Calanques, près de Marseille, les gorgones se fixent sur les rochers. Comme les hermelles et les coraux, ces petits animaux construisent des structures minérales très solides. Ces minuscules architectes créent des abris pour d'autres animaux et forgent des écosystèmes. Tous sont liés.
Au milieu de ces couleurs, certains animaux font tout pour être mal vus. Déguisés en fond marin, ils se cachent de leurs prédateurs où ils peuvent surprendre leur proie. D'autres espèces trouvent la discrétion dans le relief des rochers. C'est le cas du poulpe, le plus intelligent des invertébrés grâce à ses 9 cerveaux, un central et un dans chacun de ses bras. Il possède 500 millions de neurones, soit autant qu'un chien. Le poulpe est aussi un être sensible. Champion du camouflage, l'hippocampe change de couleur comme le caméléon. Il possède une poche de kangourou, une tête de cheval et une queue préhensible comme les singes. Mais en fait, c'est un poisson. L'hippocampe et la plupart des animaux de la Méditerranée naissent dans les herbiers de Posidonie. Vaste nurserie et une zone d'alimentation incroyablement riche. Les saupes comptent parmi les rares poissons herbivores. Comme elles, plusieurs espèces arrivent à grignoter les Posidonie coriaces. Les racines de ces plantes peuvent piéger 8 fois plus de carbone que nos sols forestiers. Jusqu'à 3000 tonnes d'équivalent CO2 y sont séquestrées par hectare. C'est énorme. La Posidonie recouvre en Méditerranée plus de 2 millions d'hectares. C'est un peu notre Amazonie sous-marine. Cette herbe appartient à la même famille que le blé et descend d'une plante terrestre. Les herbiers se situent donc près de la surface, dans la lumière, pour leur photosynthèse. D'une prairie sous-marine à une prairie terrestre, il n'y a qu'un battement d'ailes. Comme les Posidonies, les herbes terrestres abritent une multitude d'histoires et de petits acteurs, dont le rôle a été répété pendant des millénaires. Au printemps, les lièvres mâles, plus nombreux que les femelles, les poursuivent et se battent pour accéder au moment ultime de leur reproduction. Dans la Vienne, ce mâle d'outarde canne pétière fait résonner son cri dans la plaine, espérant trouver une partenaire. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui un oiseau rare et fragile, en voie de disparition en France. Se pencher sur un minuscule coin de prairie, c'est s'ouvrir au gigantesque monde vivant. C'est contempler des millions d'années d'évolution. Nos plaines sont l'écrin des plus belles histoires d'amour de l'univers. Et je pèse mes mots quand je parle d'amour. Quel autre terme pourrait mieux qualifier les ébats qui unissent deux règnes du vivant, le végétal et l'animal? La plante, au fil de l'évolution, a créé la fleur pour séduire. Mais ce n'est pas à une autre plante qu'elle cherche à plaire. Elle veut plaire à un insecte. Cette alliance résulte d'une évolution commune, débutée il y a 160 millions d'années. C'est la fantastique histoire de la pollinisation. Ce fut l'étincelle d'un formidable succès. Aujourd'hui, 90% de nos végétaux sont des plantes à fleurs et 20 000 espèces de pollinisateurs fécondent nos plantes. Avec leurs longues langues dépliantes, les papillons aspirent un nectar inaccessible à d'autres insectes.
Ils détectent le parfum des fleurs avec leurs antennes et ils les goûtent avec leurs pattes. Les couleurs de leurs ailes servent de camouflage ou au contraire de repoussoir. Les couleurs vives ou les faux yeux découragent les prédateurs. Sur les 5000 espèces visibles en France, seules 250 vivent le jour. La grande majorité des papillons sont des papillons de nuit, comme le sphinx à tête de mort. Ce papillon original peut pousser des cris de souris et il entre dans les ruches pour se nourrir de miel. Sur les 1000 espèces d'abeilles en France, une seule espèce produit un miel exploitable. C'est l'abeille mellifère dite domestique. L'abeille noire est une sous-espèce de l'abeille mellifère européenne dont quelques précieuses populations sont encore élevées à Ouessant, dans les Pyrénées ou en Corse. Une abeille ouvrière peut visiter 250 fleurs en 1 heure. Dans un tout petit pot de miel, la colonie doit récolter le nectar de 4 millions de fleurs et parcourir 150 000 kilomètres. Les abeilles que nous voyons butiner sont des adultes. Mais avant de sortir de la colonie, elles ont exercé tous les métiers dans la ruche. Chacune a commencé par faire le ménage, par être nourrice, productrice de cire, bâtisseuse, gardienne et enfin butineuse, qui est l'apothéose de sa vie d'ouvrière. Les abeilles communiquent grâce à leur bourdonnement, mais aussi par les odeurs, la gestuelle et par les danses qui indiquent aux autres membres de la ruche où se trouvent les fleurs et à quelle distance. Les abeilles ont même le droit de vote. La somme des messages qu'elles échangent définit une majorité. Par exemple, lorsque la colonie tout entière doit déménager, chaque abeille argumente sa proposition de lieu pour installer le nouveau logis, jusqu'à ce qu'une option commune soit validée par toutes. C'est une fascinante démocratie animale. Aujourd'hui, 84% de nos cultures dépendent des insectes pollinisateurs. Sans eux, nous n'aurions pas pu façonner le paysage rural que nous connaissons. Sur les 33 millions d'hectares de plaine que compte la France métropolitaine, 27 millions sont cultivés. C'est plus de la moitié de la superficie du pays. La domestication des plantes et des animaux a commencé il y a environ 10 000 ans, lorsque nos ancêtres se sont sédentarisés. Peu à peu, les cultures et l'élevage traditionnel ont modelé le bocage. Paysage mi-domestique, mi-sauvage. En Brenne, ces hérons garde-bœufs débarrassent les bovins des parasites. Encore une alliance réussie entre espèces différentes. Le pré des vaches est un petit écosystème où les herbivores maintiennent le milieu ouvert en broutant, tout en fabriquant de l'engrais avec leur bouse. La bouse, c'est un festin royal, un lieu de rendez-vous amoureux et une nurserie pour les insectes recycleurs. Dès qu'elle est émise, les premières mouches arrivent très vite. Et en moins de 4 secondes, elles se mettent à l'action, paradent, s'accouplent et pondent très rapidement. Maillon fort de tout l'écosystème, le bousier transforme le répugnant déchet en engrais vital. D'autres recycleurs s'activent dans le secret des sols. Les déchets, le bois pourri et les feuilles mortes sont dégradés par des pinces, des mandibules et des mâchoires et digérés par toutes sortes d'estomacs
et transformés chimiquement en engrais fertiles. Ces bestioles qu'on pourrait croire insignifiantes produisent jusqu'à 30 tonnes de matière organique par hectare. Ce sont elles qui rendent la terre fonctionnelle et nous permettent de la cultiver. Sur les 2 millions d'espèces vivantes connues dans le monde, au moins un quart vit dans les sols. Une cuillère à café de terre peut en contenir des milliers. Mais nous ignorons les invisibles. Le sol, ce n'est que du vivant. Et tout le vivant en dépend. Parmi les recycleurs, le ver de terre est un géant. Il transporte la matière organique vers la surface et aère le sol. Il avance en mangeant son chemin. Il le digère, le transforme et fabrique lui aussi de l'engrais. Dans les prairies les plus fertiles, un seul hectare est peuplé de plus de 3 tonnes de lombrics. Indispensables pour le sol, les vers de terre sont aussi une nourriture indispensable pour de nombreux animaux. Les taupes sont presque aveugles, mais elles se sont adaptées à l'obscurité. Elles circulent avec facilité dans leurs galeries grâce à leur sens tactile. Comme bien d'autres espèces, les chauves-souris vivent dans un univers sensoriel qui nous est inaccessible, presque incompréhensible. Elles voient avec leurs oreilles. Ces mammifères volants scannent leur environnement en diffusant des ondes sonores et identifient les proies ou les obstacles en écoutant l'écho qu'ils renvoient. Les chauves-souris sont des insecticides naturels, gratuits et non polluants. Chacune peut consommer 3000 moustiques et autres insectes par nuit. Si les chauves-souris sont des insecticides, les chouettes chevêches sont des souricides. Au petit matin, quand la lumière apparaît, les températures montent et une autre musique s'installe. Les sons circulent beaucoup mieux au début du jour. Matinal, le rouge-gorge entame le concert, bientôt suivi par d'autres solistes. Au printemps, les mâles communiquent leur présence à leurs rivaux et envoient aux oiselles des messages amoureux. Les chants indiquent aux femelles l'identité du mâle, son état de santé et sans doute bien d'autres informations que nous n'arrivons pas à déchiffrer. Les oiseaux peuvent chanter sans arrêter puisqu'ils le font en expirant et en inspirant. Et certains en usent et en abusent. Dans la prairie, tout est communication. Acoustique ou visuelle chez les oiseaux et aussi chimique chez les insectes et même les végétaux. Quand une chenille s'attaque à une plante, celle-ci peut réagir en émettant des substances volatiles
qui avertissent les ennemis de la chenille. Un incroyable dialogue entre végétaux et animaux. C'est aussi la communication chimique qui a réuni ces deux papillons amoureux. C'est encore elle qui va donner à leur chenille une enfance hors du commun. La chenille de l'azuré va se laisser tomber au sol. Et là, elle envoie des messages chimiques, des hormones qui imitent celles des larves des fourmis, ce qui attire les ouvrières. Et celles-ci vont l'adopter comme l'une des leurs. Une fois sur place, la chenille s'imprègne des odeurs de la colonie et continue à se déguiser chimiquement en fourmi. Les fourmis nourrissent la chenille jusqu'à sa métamorphose en papillon. Une fois dehors, il va trouver un partenaire et l'histoire va recommencer. Les fourmis sont les actrices de bien d'autres histoires. Et ce sont le plus souvent des alliances. Les pucerons passent leur temps à sucer la sève des plantes. Ils produisent beaucoup d'excréments sucrés, un sirop appelé miella, dont les fourmis raffolent. Les fourmis tapotent les pucerons avec leurs antennes pour les inciter à émettre leur miella. Elles les traitent exactement comme nous le faisons avec nos vaches. Mais les élevages de fourmis ont un ennemi, les coccinelles, qui dévorent près d'une centaine de pucerons par jour. Les fourmis attaquent donc les coccinelles afin de les éloigner, exactement comme le ferait un chien de berger contre un prédateur. Les innombrables histoires qui animent les herbes de la prairie nous sont très souvent inconnues. Nous sommes ici au cœur d'un théâtre du vivant en pleine effervescence. Et ce théâtre ne manque ni de scénario ni de comédien. Parmi ces personnages, l'araignée et le serpent ne sont pas les méchants de l'histoire. Les mal-aimés mériteraient de notre part bien plus de tolérance. Les araignées sont sensibles aux vibrations de leur toile, tout comme les serpents le sont aux vibrations du sol. Chez les reptiles, on tire la langue pour sentir son environnement. La langue perçoit de loin la présence des proies éventuelles. Les serpents et les lézards se chauffent au soleil pendant des heures pour refaire leur plein d'énergie. Sur un perchoir ou dans les airs, les oiseaux de proie passent aussi de longs moments à l'affût. Longtemps persécutés, les rapaces sont reconnus désormais comme indispensables dans la chaîne du vivant. La pégrièche, elle, n'est pas un rapace, mais son bec crochu de prédateur lui en donne l'air. Cet oiseau a une curieuse habitude. Il empale ses proies sur des épines. Les accrocher lui permet de mieux les déchiqueter et il en fait une réserve de nourriture. Les haies limitent les prairies et les champs des milieux dégagés qui abritent des personnages bien différents. Dans les champs cultivés, on rencontre parfois des nids joliment tressés de la taille d'une balle de tennis. Ils sont l'œuvre du plus petit rongeur d'Europe, le rat des moissons. 3 fois plus léger qu'une souris, cet animal ne pèse que 7 grammes. Mais malheureusement, les rats des moissons disparaissent pendant que nos cultures intensives s'étendent. Les rats des moissons n'aiment pas les moissonneuses. Ces champs immenses laissent peu de place au monde sauvage. Dans cette monoculture, les cerfs ne semblent pas à leur place. Ils paraissent incongrus, perdus dans un monde qui n'est pas le leur.
Les hirondelles ont la chance d'être considérées comme des porte-bonheur. Elles sont très utiles aux humains. Chaque hirondelle avale chaque jour son propre poids en bestioles diverses, soit une vingtaine de grammes. Mais à cause des pesticides, les insectes disparaissent et avec eux nos hirondelles. Comme les hirondelles, les cigognes blanches s'installent sur nos maisons. Elles cherchent des surfaces assez solides pour supporter leur énorme lit. Le soir, les groupes des tourneaux rejoignent leur dortoir. Pour troubler les prédateurs, leur vol synchronisé dessine d'insaisissables silhouettes, comme des bancs de poissons frémissant dans le ciel. Le monde animal est aussi jusqu'au cœur de nos villes. Les rats sont un peu nos doubles de la nuit, de notre côté du miroir, sous la surface du bitume. Comme nous, les rats sur mulot sont sociaux, intelligents et opportunistes. Ils s'épanouissent dans l'ombre, ils évitent les humains. Dans le groupe, certains s'attachent aux autres et montrent des sentiments. Ils se créent des alliances et des oppositions. Les rats sont capables d'empathie et de solidarité. Dans toutes les villes du monde, on compterait plus de rats que d'habitants. Partout, ils élimineraient la moitié de nos ordures. Même s'ils sont envahissants, voire gênants, ces petits éboueurs méritent une réputation bien plus équitable. Et les regarder vivre les rend très attachants. Mais que seraient nos villes sans les pigeons ? Le vivant ici, c'est peut-être d'abord eux. Si les pigeons sont de toutes les couleurs, c'est parce qu'ils descendent d'oiseaux domestiques, de différents plumages. Comme le rat, le pigeon a compris qu'il est nourri par nous. Il sait en profiter et il est devenu dépendant de l'homme. Nous avons créé un milieu favorable à sa survie. On peut observer des parades nuptiales quasiment toute l'année. Le mâle est insistant, mais la pigeonne prend son temps. L'enjeu est important, car le couple va sans doute rester uni toute sa vie. Dans tous les milieux, les oiseaux sont nos ambassadeurs du sauvage. La plupart des espèces des villes sont à l'origine des oiseaux des falaises. La ville leur offre un univers minéral qui leur convient. Les martinets noirs ne touchent terre que pour nidifier. Pendant 10 mois, ils vont voler sans arrêt et sans se poser sur la terre. Les martinets se nourrissent dans les airs des insectes, du plancton aérien. Ils s'accouplent dans le ciel et ils dorment même en volant. Avant de se reposer, ils s'élèvent à 3 km d'altitude, puis le redescendent en pilotage automatique, ne dormant que d'un œil, en gardant la moitié de leur cerveau éveillé. Champions de vitesse, ces oiseaux peuvent parcourir 500 km par jour, avec des pointes dépassant les 200 km/h. On a calculé qu'un martinet âgé de 18 ans a parcouru environ 6,5 millions de kilomètres dans sa vie, soit 8 fois le voyage aller-retour Terre-Lune. En plein Paris, un autre athlète surveille son territoire, le faucon pèlerin.
Ce virtuose peut dépasser les 400 km/h en piqué. C'est sans doute l'animal le plus rapide du monde. Il chasse essentiellement des oiseaux en plein vol. Les amours des pèlerins sont des parades aériennes spectaculaires. Le passage des proies dans les airs est une offrande. Une valse amoureuse ritualisée. La logique du sauvage arrive à s'imposer, même en milieu urbain. Mais qui prend le temps de l'observer ? Les perruches, quant à elles, passent difficilement inaperçues. Bruyantes, exotiques, elles colorent nos villes de leur allure tropicale. Mais que font-elles là ? Les premières populations parisiennes se seraient échappées d'une caisse à l'aéroport d'Orly dans les années 70. Elles sont aujourd'hui près de 10 000. Et ces oiseaux résistent très bien à nos hivers. On les trouve aussi bien à Marseille qu'à Lille, à Londres ou à Bruxelles. Dans nos mares et nos cours d'eau, l'espèce exotique la plus célèbre est sans doute la tortue dite de Floride. Importée d'Amérique du Nord, elle est parfaitement à l'aise sous nos climats. L'eau est indispensable à toutes les espèces, y compris bien sûr à la nôtre. La France compte 500 000 km de cours d'eau. Ces artères de vie relient les montagnes aux océans et sillonnent nos paysages comme nos veines irriguent nos corps. Au bord de la rivière, un petit cri aigu nous avertit de l'arrivée d'un martin-pêcheur. Ce cri prévient l'entourage que le territoire est occupé. Les poissons sont parfois assommés, mais toujours avalés tête la première, dans le sens des écailles et des arêtes, ce qui évite les blessures. Les poissons évoluent dans un monde à part. Ils voient des couleurs, ils entendent des sons, mais ils communiquent avec des substances chimiques, comme les phéromones d'alarme ou les messages sexuels. Leur perception du toucher agit même à distance. Et on sait aujourd'hui qu'ils ressentent la douleur. Comme les tortues de Floride, les carpes sont des espèces venues d'Asie, introduites en Gaule à l'époque romaine. Les silures, eux, sont arrivés récemment. Les silures peuvent atteindre 2,50 m de long pour plus de 100 kg. Et leur appétit menace les poissons migrateurs et même les oiseaux. Les animaux bâtissent un lien entre l'eau, les arbres et tout l'écosystème. Ce sont les castors, les architectes de la rivière. Avec les éléphants et les humains, ce sont les seuls animaux capables d'abattre des grands arbres. Les castors sont des accélérateurs de biodiversité. Leurs barrages créent des plans d'eau calmes, propices à de nombreux insectes, poissons et grenouilles. Après avoir failli disparaître de France, le castor fait son retour dans de nombreuses régions. On en compterait aujourd'hui près de 50 000 sur tout le territoire.
ragondin se distingue de son proche parent le castor par sa plus petite taille et sa queue ronde. Les ragondins ont été importés en France d'Amérique du Sud pour leur fourrure. Certains se sont évadés ou ont été libérés et ils ont fait souche. On leur reproche de faire des trous dans les berges ou d'abîmer les roseaux. Mais désormais, ils font partie de notre faune, eux aussi. Le vison d'Europe, lui, se raréfie et il n'est plus présent qu'en vallée de la Charente. Il est menacé par l'arrivée de son cousin d'Amérique, lui aussi importé pour sa fourrure. Comme le castor, la loutre est revenue depuis qu'elle n'est plus chassée. On la rencontre aujourd'hui dans presque la moitié du pays. Les cours d'eau tissent un réseau vivant entre des espèces très différentes. Ils font le lien entre les animaux volants, terrestres et aquatiques. Plus on remonte le cours d'eau, plus les eaux sont vives, plus les poissons sont effilés, hydrodynamiques. Ces jeunes lamproies résistent au courant en se ventousant sur une pierre. Dans les eaux vives, les poissons les plus athlétiques sont des migrateurs. Les obstacles sont gigantesques, mais leurs instincts de reproduction irrépressibles. Rien ne les arrête. Les migrateurs suivent notamment des pistes d'odeur, prouvant par là que les poissons ont beaucoup plus de mémoire que l'on croit. Arrivés au lieu de reproduction, les femelles creusent une cuvette dans les galets et lâchent leurs œufs. Ils sont fécondés par les mâles et laissés au hasard des courants. Certains donneront des alevins fragiles au destin immense, car une partie d'entre eux reviendra dans quelques années, après un long et périlleux voyage dans les océans, pour le rituel immuable de la fécondation. Truites et saumons sont indispensables à la survie d'un coquillage devenu très rare, la mulette perlière. Les larves de cette moule d'eau douce doivent s'accrocher au corps du poisson pour se développer à l'abri. La mulette peut vivre plus d'1 siècle, mais elle ne supporte pas les pollutions. Et elle ne survit que dans les eaux très pures. Elle est passée d'une population de plusieurs millions à seulement quelques milliers en France. En remontant le courant, on découvre l'un des oiseaux de France les plus surprenants qui soient. Le cincle plongeur est notre seul passereau capable de marcher sous l'eau. Il se nourrit des bestioles aquatiques qu'il va chercher au fond des torrents. Son plumage est incroyablement imperméable, hydrofuge. Dans les torrents des Pyrénées vit un étrange petit être aquatique à trompe d'éléphant. Le décement des Pyrénées ne vit qu'en France et dans la péninsule ibérique, et nulle part ailleurs sur la planète. Presque aveugle, cet insectivore détecte sa nourriture grâce à ses moustaches, très sensibles. Et les papilles tactiles de son museau sont les plus développées au monde. Contrairement aux cours d'eau, les mares, les lacs et les marais renferment des eaux dormantes. Tous ces milieux, appelés zones humides, représentent moins de 5% du territoire métropolitain et pourtant, ils abritent 25% de sa biodiversité. En hiver, des millions d'oiseaux migrateurs venus du nord et de l'est nous rendent visite. Certains ne font qu'une halte en France et d'autres y passent la saison froide.
Chaque année, ce sont plus de 100 000 grues qui choisissent le bord de nos grands plans d'eau comme dortoir. Tous ces animaux sont adaptés au froid. Le long cou du cygne est protégé par 20 000 plumes. C'est un record absolu chez les oiseaux. Quand la nourriture est abondante, plus besoin de compétition entre ces oiseaux pêcheurs, d'habitude solitaires. Ici, comme dans d'autres milieux naturels, les différentes espèces limitent la concurrence parce qu'ils ne pêchent pas de la même façon. À chacun son bec. En poignard pour harponner chez le héron, en faucille pour fouiller chez l'ibis, et en cuillère pour remuer la vase chez la spatule. Avec son bec crochu, le hibou des marais est un chasseur terrestre. C'est le seul rapace nocturne qui niche dans ce milieu. Les roselières sont des refuges pour des créatures parfois étranges, inquiétantes pour qui ne les connaît pas. Les marais ont toujours été des lieux propices aux fantasmes et aux légendes. Mais ils sont surtout propices à la vie. La production de matière vivante des marais est de 2 kg par mètre carré par an. C'est 2 fois plus que les forêts et 4 fois plus que les plaines. Les marais filtrent l'eau de nos villes et de nos champs. Ils la dépolluent, la purifient et la revitalisent grâce à des dizaines d'espèces végétales aquatiques, roseaux, joncs, nénuphars et tant d'autres. On estime que les eaux humides de France retraitent ainsi chaque année près de 50% de nos eaux usées et retirent jusqu'à 90% d'éléments contaminés. C'est pour ça qu'elles sont indispensables. Dès la fin de l'hiver, les marais s'animent de parades et de danses amoureuses. Les mouvements mécaniques des grèbes ont une fonction essentielle. Elles aident les animaux à s'identifier. La gestuelle pacifique les rassure et le rituel synchronise leurs mouvements jusqu'à l'accouplement. Au printemps, c'est la grande fête amoureuse des crapauds. Sortis de l'hibernation, les mâles ne s'alimentent pas. Ils n'ont plus qu'un objectif, s'accoupler. Ils sont 5 fois plus que les femelles et la rivalité est rude. S'accrocher à une partenaire est un réflexe qui dure de 8 à 15 jours. Dès que la femelle éjecte ses œufs, le mâle les féconde. Un couple de crapauds communs peut produire 7 000, voire 12 000 œufs qui s'alignent en guirlande dans la végétation. Les œufs des grenouilles, eux, sont assemblés en boules. Presque tous les amphibiens commencent leur vie sous l'eau, de même que les insectes volants. Et leurs larves se livrent des combats impitoyables.
Dans ce petit théâtre subaquatique, les acteurs ont des allures de machines de guerre. La larve de libellule ne ressemble pas du tout à ses parents. Elle est dotée d'un outil extraordinaire, une mâchoire en forme de catapulte qui se déplie vers ses proies. Et au bout du levier, 2 crochets transpercent les victimes. Après 1 ou plusieurs années dans la mare, la larve sort de l'eau pour une fantastique mutation, pour une nouvelle vie. La libellule adulte est un petit hélicoptère biologique, capable de prouesses aériennes uniques dans le monde des insectes. Elle peut voler sur place et même à reculons, ou encore filer à plusieurs dizaines de km/h. Certaines libellules accomplissent des migrations entre 1000 et 7000 km. Avec leurs yeux à 30 000 facettes, elles repèrent leur proie qu'elles attrapent en plein vol. En amour, les libellules sont des originales. Pour s'accoupler, elles se tordent jusqu'à se joindre et dessiner un cœur. Le marais, c'est le mariage de la terre, de l'eau et du ciel. Et c'est sans doute dans cette union qu'est née la vie. Et c'est toujours là qu'elle est la plus fertile. Ici, chacun exploite le matériel local pour assurer le confort de sa nichée. La jeune échasse a déjà les jambes qui caractérisent son espèce. Ce sont les plus longues proportionnellement de tous nos oiseaux. Si les petites poules d'eau ont la tête multicolore, c'est pour inciter leurs parents à les nourrir. La gorge colorée des oisillons, elle aussi, est un stimulus visuel. Ces rousserolles s'épuisent à nourrir un énorme bébé, bien qu'elle ne soit pas ses parents. C'est un coucou. Les parents coucous ne vont pas élever eux-mêmes leurs poussins. Ils vont pondre un œuf dans le nid d'une autre espèce d'oiseau. Bébé coucou est né bien avant les petites rousserolles. Il les a éjectés du nid. Et maintenant, il accapare toute l'attention de ses parents adoptifs. Au moment de s'envoler, il sera 10 fois plus gros qu'eux. Dès la fin de l'été, les cerfs, nos plus grands herbivores sauvages, portent leur bois impressionnant. Ce sont à la fois des signaux visuels de séduction et des armes de combat. Les mâles sont prêts pour le brame. Ce puissant appel amoureux stimule les biches qui ne sont réceptives que quelques heures dans l'année. Le rendez-vous est donc capital pour l'espèce. Rendus nerveux par les hormones, les cerfs foncent dans les buissons et s'affrontent. À la fin de l'hiver, les bois vont tomber. Au printemps, ils poussent d'environ 3 cm par jour jusqu'à atteindre une taille de 70 à 90 cm. C'est la croissance osseuse la plus rapide du monde. Pendant la pousse, les bois sont recouverts d'une peau de velours. Et au début de l'été, le cerf se gratte pour s'en débarrasser.
Chaque année, le bois des serres tombe. Chaque année, il repousse de plus en plus haut. Et chaque année, le brame fait vibrer la nature entière. Ce cri sauvage et puissant sonne le rythme des saisons. Il salue la migration des oiseaux et accompagne le cycle des arbres. La France est couverte par 17 millions d'hectares de forêt, soit plus de 30% de sa surface. Et c'est dans cet océan de verdure que la formidable usine végétale produit le vivant. Les arbres mangent la lumière et la transforment en sucre pour fabriquer leur propre matière. Grâce au phénomène quasi magique de la photosynthèse, les plantes créent du vivant à partir du non-vivant. Un chêne adulte porte 200 000 à 300 000 feuilles et chacune est un panneau solaire. L'automne venu, le soleil devient insuffisant. La photosynthèse s'arrête et le pigment vert de la chlorophylle disparaît, laissant place aux teintes jaunes et rouges. L'arbre va faire des économies d'énergie et laisse tomber ses feuilles. Le cycle des saisons est un mouvement perpétuel, un aperçu d'éternité, immuable et rassurant. Au sol, les feuilles tombées des arbres s'amassent en une litière très fertile. Et c'est là qu'émergent les champignons, ces étranges expressions de vivant qui ne sont ni des plantes ni des animaux. Mais ce que nous appelons champignons n'est que la petite partie émergée de l'organisme. C'est uniquement son organe sexuel aérien. Presque tout se passe sous terre. L'essentiel du champignon, c'est le mycélium, ce long filament blanc qui totalise 99% de son organisme. Le mycélium des champignons représente 60% de la partie vivante du sol. Imaginez, dans une cuillère à café de terre forestière, on trouve entre 500 mètres et 1 kilomètre de mycélium. Le champignon n'est pas un végétal. Il est donc incapable de fabriquer des sucres par la photosynthèse. Alors il fait du commerce. Son mycélium se connecte aux racines des arbres et des autres plantes, leur prend les sucres qu'il ne sait pas fabriquer et les échange contre des nutriments qu'il va chercher loin dans le sol. Les plantes et les champignons troquent de la nourriture, mais aussi des informations utiles à leur survie. Sous nos pieds murmure un gigantesque réseau de communication que nous n'entendons pas. C'est fascinant. Les sangliers, ancêtres des cochons, sont des animaux particulièrement intelligents. Dans la forêt, chaque espèce joue un rôle. Les sangliers passent des heures à fouiller le sol et déplacent des graines. Par leur crotte et par leur travail, ce sont les laboureurs, les jardiniers, les pépiniéristes de nos forêts. Chaque étage de la forêt est un écosystème différent, qui abrite une vie différente, et tous communiquent entre eux. Au sol, les feuilles et les arbres morts sont le centre du recyclage. Il n'y a rien de plus vivant qu'un arbre mort. Une aubaine pour de nombreux insectes qui sont spécialisés dans le travail du bois. Leurs larves creusent, désagrègent, assimilent, digèrent et transforment.
elles sont les ouvrières consciencieuses du recyclage des matières organiques. Le tronc est un immeuble pour de nombreux habitants. 9 espèces de pics y creusent des cavités. Ce sont des marteaux-piqueurs vivants. Les cavités creusées par les pics profitent à de nombreux squatteurs. Comme son nom l'indique, la citelle torche-peau fabrique un torchis pour rétrécir l'ouverture de son nid et éviter ainsi l'intrusion des carnassiers. Même l'écureuil est capable de gober un œuf ou de croquer un oisillon. De la taille d'une corneille, le pic noir est le plus grand de nos pics. Il nourrit ses petits dans la cavité qu'il a creusée pour eux, puis il l'abandonnera à la fin de la saison. Les cavités des pics noirs sont tellement appréciées des chouettes de Tegman qu'elles ne nichent quasiment que là. Autre habitante des arbres, la martre est assez agile pour attraper un écureuil. Dans le sud-ouest vit notre petit fauve le plus mystérieux et le moins connu, la genette. Elle est très difficile à rencontrer et encore plus à observer et à filmer. Issue d'une famille d'animaux africains, la genette a été importée en France il y a des siècles pour capturer les rongeurs dans les fermes. Depuis, elle a été remplacée par les chats importés d'Égypte, mais elle vit toujours dans le secret de nos forêts. Nocturnes et discrets, les blaireaux vivent en famille autour de leur terrier. Leurs longues griffes en font des terrassiers très efficaces. Les blaireaux aiment jouer. C'est un signe d'intelligence. Le jeu n'est pas une activité dérisoire. Il a été peaufiné par des millénaires de sélection naturelle. En jouant, les animaux testent leur corps et améliorent leur performance. Ils apprennent les rapports sociaux et même le respect des règles communes. Le monde des animaux sauvages, c'est aussi des moments de plaisir, d'insouciance et de repos. Dans les forêts d'altitude et dans les régions froides poussent des arbres différents, comme les conifères, et ils attirent une faune spécifique. En hiver, il n'y a pratiquement pas d'insectes,
Et la plupart des oiseaux ont de gros becs pour casser les graines. D'autres oiseaux sont des chasseurs. La chevêchette est la plus petite chouette d'Europe. Elle n'attrape que des animaux de taille réduite. Dans les forêts jurassiennes, cet oiseau mythique, le grand tétras, parade. Ce gros calinacé de 5 kilos est l'équivalent européen du dindon d'Amérique. Pour séduire, lui aussi il fait la roue. En hiver, dans ces mêmes forêts, on entend parfois les appels amoureux des lynx. Ils se repèrent de loin pour se rejoindre. Les lynx sont nos plus gros félins. Ce sont nos panthères à nous. Peu de Français ont eu la chance d'en apercevoir. Ces scènes de tendresse féline, réalisées dans le secret de la nature des Vosges, sont rarissimes. Moins rare que le lynx, mais tout aussi farouche, le chat forestier est l'autre félin sauvage de France. Verticale, inaccessible, la montagne est un refuge pour la vie sauvage. Les premiers parcs nationaux qui ont été créés en France se situent en altitude. Et ce n'est pas un hasard. La nature y est déjà préservée car la présence de l'homme y est très limitée. Comme les lynx, les ours ont été longtemps persécutés et le braconnage sévit encore. En France, les derniers représentants de l'espèce se sont réfugiés dans les hauteurs pyrénéennes. Considéré à tort comme un grand prédateur, l'ours brun est avant tout végétarien. L'ours fait vivre la montagne. Les isards sont les cousins pyrénéens des chamois des Alpes. Leur vue est bien supérieure à la nôtre. Ils voient de loin une silhouette, même furtive, et ils sont vite aux aguets. Ils sont également dotés d'une incroyable mémoire des lieux. Ils peuvent ainsi se rappeler des passages pour fuir rapidement en cas de danger. Ces mouflons de Corse, eux, fuient une menace très inattendue. Ils sont envahis par des tiques, ces gros acariens qui leur sucent le sang. Comme les tiques n'aiment pas le froid, les mouflons grimpent vers les hauteurs les plus fraîches pour s'en débarrasser. Mais à cause du réchauffement climatique, les tiques remontent et les mouflons se retrouvent coincés à 2500 mètres d'altitude sans pouvoir se libérer des parasites. Les parois rocheuses représentent une multitude de cachettes où le hibou grand-duc niche en toute tranquillité. Surnommé l'aigle de la nuit, c'est notre plus grand rapace nocturne. Les insectes qui se chauffent sur la pierre attirent un tout petit oiseau bariolé, le Ticodrome échelette, qui fait songer à un papillon. En hiver, il descendra de la montagne pour la douceur de la plaine, où il fréquentera les seuls reliefs locaux. Les murs des cathédrales et des monuments. Les bouquetins n'ont pas le vertige.
Les coussinets souples de leurs sabots sont des semelles antidérapantes. Et leurs ongles durs agissent comme des piolets. Pour ces animaux de 100 kilos, se retourner au-dessus du vide est un exploit quotidien. En haut des cimes, les jeunes herbivores n'ont plus qu'un prédateur, l'aigle royal. Son acuité visuelle est 8 fois supérieure à la nôtre. Ses serres et sa puissance font de ce rapace un chasseur magistral, capable de voler en portant plus que son propre poids. Contrairement aux aigles, les vautours ne savent pas chasser. Ce sont les grands spécialistes du nettoyage. Les vautours désinfectent la nature. Leur puissant suc digestif digère la chair des animaux morts et évite ainsi la propagation des microbes et des épidémies. Comme les autres vautours, le gypaète ne mérite en aucun cas la réputation de tueur qui a justifié son massacre. Après avoir failli disparaître complètement, réintroduit, il survole à nouveau nos montagnes. C'est un succès. Avec presque 3 mètres d'envergure, le gypaète est l'un de nos plus grands vautours. Il se nourrit essentiellement des os qu'il fait parfois tomber de très haut pour les casser. En été, dans les prairies alpines, on entend les cris d'alarme des marmottes à plus d'1 kilomètre. L'une d'elles a alarmé 959 fois en 32 minutes. En altitude, la saison chaude est réduite. Les marmottes ne sont actives que la moitié de l'année. Elles doublent leur poids pendant l'été. Et en automne, toute la famille disparaîtra dans ses terriers pour 6 mois d'hibernation et vivra sur ses réserves. Dans le parc des écrins, les mâles de tétralyre s'affrontent dans les espaces réservés aux parades. Ils ébouriffent leur plumage pour impressionner leurs rivaux. La danse de l'hermine est beaucoup plus joyeuse. Elle a juste envie de jouer sur la neige. Blanche en hiver, l'hermine change de couleur suivant les saisons, comme le lagopède alpin. Les plumes de ses pattes, telles des chaussettes, protègent cet oiseau du froid. Avec le réchauffement climatique, la neige fond plutôt qu'à l'ordinaire. Et tous ces animaux se retrouvent blancs dans un décor qui ne l'est plus et deviennent beaucoup plus repérables. L'évolution de ces animaux est beaucoup moins rapide que le changement climatique. Les lièvres semblent isolés dans les montagnes, mais leur couleur est liée au temps, comme tout est lié dans la nature. Comme la respiration du bouquetin est liée au lointain plancton marin, l'arbre est lié aux vers de terre et aux champignons. Le flamant rose aux crevettes, le chocard aux graines et aux insectes, et l'humain à l'abeille pollinisatrice. Le maillage du vivant se tisse des plus hautes altitudes jusqu'aux profondeurs des océans. Et chaque espèce n'existe que par l'existence des autres. Nous pensons que ce bouquetin est isolé, mais il est en réalité partie intégrante de la trame du vivant dont nous faisons partie. Car nous-mêmes, êtres humains,
Nous faisons partie de la nature, nous sommes nature. Nous sommes des organismes comme les autres. Mais nous l'avons oublié. Nous avons rompu ce lien avec le vivant et complètement changé la donne. Ce bouquetin, devant les lumières de la ville de Grenoble, en a probablement conscience. Comme tous les animaux sur Terre, nous avons cherché à sécuriser notre nourriture. Nous avons surexploité la Terre par tous les moyens et supprimé tout ce qui nous dérange. Nous avons domestiqué la nature à notre profit. Mais il y a un prix à payer. Empoisonnés par les pesticides, les insectes qui perturbaient le rendement de nos cultures se raréfient. Et avec eux, les pollinisateurs et tous les oiseaux qui en dépendent. Nous aurions perdu en France près de 80% des insectes, selon une étude récente. Imaginez, la masse totale des humains et de leurs animaux domestiques sur Terre représente aujourd'hui un peu plus de 96% des mammifères. La part des animaux sauvages est réduite à 4%. L'ensemble du vivant en France est impacté par les activités humaines. Nous avons zébré le paysage de barrières, de routes et d'autoroutes entre lesquelles la vie sauvage cherche sa place. Mais quelle place acceptons-nous de laisser à l'animal sauvage dans nos vies? Ces grands herbivores profitent de nos cultures ouvertes qui représentent un énorme garde-manger sans limite installé sur leur territoire. Et parce que ça nous gêne, ils sont considérés comme des animaux nuisibles, au même titre que les insectes. Et certains peuvent être chassés toute l'année. La France compte les périodes de chasse les plus longues d'Europe et le plus grand nombre d'espèces chassables, soit près de 90. Chevreuils, sangliers, lièvres, perdrix grises. Parmi eux, 30% des oiseaux chassables sont en voie de disparition. Est-ce normal? Je pense qu'il y a sans doute un chemin à trouver entre la chasse responsable et les antichasses. Le loup est au cœur des enjeux actuels de notre rapport au monde vivant. Revenu naturellement, le loup est l'un de nos super prédateurs, mais lui aussi nous gêne. Pour autant, sommes-nous enfin prêts à cohabiter avec les grands carnivores? La coexistence, voilà le mot clé, car nous pouvons sortir des affrontements stériles, évoluer et changer notre regard et notre comportement. La bonne nouvelle, c'est que la nature est résiliente et que la faune sauvage se réinstalle facilement. En France, il existe des espaces de protection intégrale, sans activité humaine, où la chasse est interdite, où on laisse la nature s'exprimer librement. Et ça change tout. Dès qu'on laisse les animaux tranquilles, ils perdent leur crainte de l'humain. Les bouquetins des Alpes, qui ne sont plus chassés, en sont un bel exemple. Ils se reposent devant nous sans que nous ayons besoin d'affûts ni de caméras automatiques pour les observer. Ils s'offrent à nous en toute confiance. Et c'est magnifique. C'est la vie à la place de la mort. Regardez ces phoques. Ces animaux jadis éradiqués par la chasse font désormais leur retour. Quel bonheur d'admirer ces animaux sauvages revenus chez eux. Quand on soutient l'écologie, on favorise aussi l'économie. Les animaux du parc national de Porquerolles en sont un bel exemple. Depuis que son espace est protégé, chaque mérou, pendant les 20 ans de son existence, rapporte ici 150 000 € grâce au tourisme, soit plus de 1000 fois le prix d'un mérou pêché. Chaque petit bout de la planète a son importance.
Nous pouvons tous préserver un peu de nature dans notre jardin si nous en avons un, en laissant un coin en friche, en évitant de tondre partout, en respectant la vie qui va. Dans nos campagnes, nos villages, nos villes et nos quartiers, nous sommes tous concernés par la disparition du vivant. Il nous appartient de réagir. Nous en avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de baisser le fusil pour enrayer le déclin de certaines espèces. Nous avons le pouvoir de changer notre alimentation en mangeant bio si nous en avons les moyens, pour faire diminuer la quantité de pesticides épandus dans les champs pour protéger les insectes, les oiseaux et surtout nos paysans. Nous avons le pouvoir de réduire notre consommation de viande industrielle qui détruit des écosystèmes entiers, ici et à l'autre bout de la planète. Nous avons le pouvoir de replanter des haies et des arbres dans nos champs qui sont souvent devenus des déserts de biodiversité. Nous avons le pouvoir de rejoindre les milliers d'associations qui, en France, se battent au quotidien pour la biodiversité. Ce sont des dizaines de milliers de bénévoles qui font un travail formidable. Osons rêver d'un monde où le sauvage fait son retour, où des vols de millions d'oiseaux animent le ciel, où des loups hurlent leur liberté sous les étoiles, et où des papillons revenus se posent délicatement devant nous comme des messagers multicolores. Regardons le monde avec les yeux grands ouverts. Avons-nous compris que le ver de terre est une espèce bien plus importante pour la vie sur Terre que l'homme ? La moindre écaille, la moindre plume, le plus petit organisme est le fruit d'un phénomène magique et inexplicable, celui de la vie. Renouons avec les liens sacrés qui nous unissent aux vivants depuis toujours. Retrouvons l'harmonie entre la nature extérieure et notre nature intérieure. Nous sommes tous vulnérables et magnifiques. Tous, nous évoluons ensemble sur la Terre depuis des millions d'années. La biodiversité n'appartient à personne, et personne ne devrait pouvoir se l'approprier, la détruire au point de la mettre en danger. Ce renard est considéré comme un nuisible. Et pourtant, ce renard nous parle. Il te parle. Lui, il est prêt à la réconciliation. Il nous regarde dans les yeux, exactement où se situe notre âme, car il sait notre parenté. Il nous rappelle une chose simple et universelle. Nous faisons tous partie de la même communauté, celle du vivant. Et nous lui devons un immense respect.